Bonjour à toutes. Bonjour à tous, bienvenue à la Bibliothèque universitaire de sciences. Je suis très heureuse de vous accueillir pour les 50 ans de la Bibliothèque des sciences. Nous avons réhabilité cette bibliothèque en 2009 et 5 ans après, nous avons le plaisir de vous accueillir et de lancer ces événements festifs autour des 50 ans de la bibliothèque. Donc avec cette première table ronde qui va donc réunir Anne-Marie Bertrand, directrice de CIB, qui nous fait plaisir d'être parmi nous pour introduire et animer la table ronde. Philippe Audard, architecte de l'agence AFA qui a réhabilité cette bibliothèque entre 2007 et 2009. Et Cédric Villani, qui a fait le grand plaisir d'être là parmi nous pour nous parler de son rapport aux bibliothèques et de son amour des bibliothèques. Bonjour à tous. Merci d'être là pour fêter les 50 ans de la BU Sciences, autour de ce thème, la bibliothèque dans la cité, qui sera le thème de la table ronde de cet après-midi. Merci aux organisateurs de me donner l'occasion de m'associer à cet anniversaire, à ce moment qui sera festif, mais qui est pour l'instant d'abord un moment de réflexion. Alors la table ronde, vous l'avez deviné, est composée de 3 personnes. Philippe Audard, architecte de la rénovation de la BU Sciences, qui a aussi réalisé la rénovation de la bibliothèque de la Manu et la nouvelle entrée de la bibliothèque de la Pardieu, côté gare. Et puis Cédric Villani, qu'on ne présente plus, mathématicien, usager de bibliothèque, puisque les mathématiciens travaillent sur le savoir accumulé et gardé, notamment dans les bibliothèques. J'aurai la double tâche d'animer la table ronde et de faire la première intervention. C'est ensuite Philippe Audard qui interviendra, et puis Cédric Villani qui clôturera cette table ronde. Je vous propose qu'à l'issue de chacune des interventions, vous puissiez prendre la parole et poser les questions qui vous sembleraient utiles ou nécessaires. Donc, commençons. Alors, pour vous faire peur, je pourrais vous dire, là, maintenant, que je vais faire l'histoire des bibliothèques universitaires depuis 50 ans. Eh bien, non. Je vais simplement essayer de dessiner les tendances d'évolution des bibliothèques et leur influence sur leur bâtiment. Et je me permettrai de parler des bibliothèques municipales comme des bibliothèques universitaires. Comment peut-on résumer l'évolution des bibliothèques depuis quelques décennies? Je vais prendre 3 mots-clés: Internet, usage, architecture. Donc, premier mot-clé, Internet. Le numérique, bien sûr, et évidemment, a bouleversé la vie, l'image, les fonctions des bibliothèques. Mais je pense que c'est plus spécifiquement Internet qui a engendré les évolutions majeures. En effet, le numérique sur CD-ROM, sur disquette, vous savez, nos vieilles et fameuses floppy disks, donc ce numérique-là a généré des évolutions que les bibliothèques avaient déjà affrontées. Gérer des objets, gérer des documents, construire une collection, la décrire, la prêter, la conserver. Les bibliothécaires, à l'époque, ont absorbé cette nouveauté comme ils ont apprivoisé dans un autre temps les DVD sans remonter jusqu'au vinyle. Mais, changement majeur, Internet, les réseaux ont provoqué une vraie révolution. La dématérialisation a tout changé, ou presque. Changer l'idée même de collection. Nous ne sommes plus dans le stock, nous sommes dans le flux. La bibliothèque donne accès à des documents, des sources, des ressources qu'elle ne possède pas. La collection n'a plus de clôture, n'est plus ou est peu mal décrite, n'est pas ou peu pérenne, n'est pas ou peu ou mal, n'est pas tout le temps validée, n'est pas ou peu ou mal organisée. C'est donc des changements majeurs par rapport à l'idée traditionnelle qu'on se faisait de la collection. Changer les usages, puisque tout, croit-on, est accessible depuis partout, la venue à la bibliothèque a changé de sens. Elle n'est plus, ou elle est moins, un lieu d'approvisionnement. Elle est davantage un lieu de rencontre, d'accompagnement, mais aussi un lieu de travail. Le sociologue Christophe Evans analyse cette pratique paradoxale et croissante comme l'émergence d'un, je le cite, bureau public. On vient travailler avec les autres, sous le regard des autres, au milieu des autres qui travaillent, à la fois dans un travail collectif,
dans l'émulation, dans l'encouragement mutuel, mais aussi loin. Loin de la télé, loin du frigo, loin du canapé, dans une certaine déconnexion de la vie privée qui n'est pas seulement faite du bain numérique. Changer la médiation. Les réseaux ont institué une culture du partage, de la communication, du travail sous le regard des pairs. L'axe de la médiation est passé du vertical à l'horizontal. Je ne parle pas ici de la validation, qui est un autre problème. Donc du vertical à l'horizontal, les bibliothèques municipales, par exemple, ont définitivement vu s'achever leur rôle de prescription, rôle qui avait déjà été bien entamé par la fin de la croyance en de bonnes lectures et de bons lecteurs. La dévalorisation de la culture savante, en particulier la culture littéraire, l'éclectisme culturel qui a été si bien décrit par Bernard Lahire, la défiance ou le rejet qui s'attache aux positions de surplomb, à celui qui sait, celui qui va vous dire ce qu'il faut lire, admirer ou penser. Cette défiance ou ce rejet, donc, ont achevé de transformer le conseil de lecture en médiation de la recommandation, encourageant ainsi des communautés de goût. Vous connaissez, bien entendu, ceux qui ont acheté ce livre ont aussi acheté mes lu, etc. Les bibliothèques ont été amenées à créer des portails thématiques, des blogs, voire des fêtes autour des mangas, des romans policiers, de la musique électro, pour les usagers et pas avec les usagers. Changer surtout l'image de la bibliothèque, puisque tout est accessible de partout, les lieux, les services où l'on continue à proposer des informations, des sources, des ressources passent aujourd'hui pour dépassés, ringards, obsolètes, archaïques et surtout inutiles. Quelques exemples. Aux États-Unis, en 2003, un référendum est organisé dans le comté de Mesa County, dans le Colorado. Vous savez peut-être qu'aux États-Unis, les contribuables sont amenés à donner leur assentiment à des emprunts qui institueront une augmentation de leurs impôts. Et donc il y a des référendums locaux pour savoir si oui ou non ils acceptent de payer davantage pour construire une bibliothèque, changer de système d'information, augmenter les horaires d'ouverture, recruter, que sais-je. Donc 2003, un référendum dans ce Mesa County pour financer un nouveau bâtiment de la bibliothèque. Le référendum est repoussé. Une des opposantes explique ainsi sa position. « Je crois que les bibliothèques sont en train de devenir des dinosaures avec Internet et tout l'électronique est disponible dans la plupart des familles maintenant. » En France, pareil, même type de réaction. Je cite quelques extraits d'un ouvrage piloté par le sociologue Bruno Maresca autour des usages des bibliothèques à l'heure d'Internet. Je cite, « Internet, j'étais contre au départ. » Donc c'est une personne avec qui l'équipe de Bruno Maresca fait un entretien. « Internet, j'étais contre au départ. J'ai changé d'avis depuis qu'on l'a à la maison. Il y a beaucoup d'infos que je ne trouve pas ailleurs. Depuis, je dois dire que la bibliothèque est devenue un peu obsolète. » Pour la population dans son ensemble, et non plus pour les seuls usagers des bibliothèques, Internet est la première source d'information pour les encyclopédies, les informations pratiques, bricoler, jardiner, réaliser des recettes de cuisine. Je ne résiste pas à l'envie de vous citer cette formule. C'est instantané, je tape galette, j'ai tout de suite des recettes. Première source d'information pour les informations utiles aux études des enfants, nouvelle citation. Avant, mes filles venaient pour les exposer. Maintenant qu'on a Internet, elles font leurs recherches dessus. Elles vont toujours à la bibliothèque, mais pour les romans, pas pour les exposer. Et pourtant, on continue à construire ou à rénover de grandes bibliothèques, qu'elles soient nationales, universitaires ou publiques. Paradoxe que je vais chercher à éclairer en parlant des usages. Ce sera mon deuxième mot-clé. Donc, usage. La bibliothèque comme lieu d'approvisionnement, disais-je, a disparu ou presque. Alors ici, il faudrait traiter séparément les BU et les BL, et pour les BU, les champs disciplinaires qui ont un rapport à l'accumulation du savoir très différents les unes des autres. Quelle fonction a remplacé cette fonction d'approvisionnement? J'en vois au moins deux, le être ensemble et l'accompagnement. Le être ensemble. L'usage collectif de la bibliothèque a beaucoup augmenté. On vient à la bibliothèque d'abord en famille, avec sa mère, avec ses copains, avec ses camarades de fac, puis en famille avec ses enfants. C'est un cycle. Il y a ainsi des parcours d'usagers des bibliothèques, avec des périodes de fréquentation, des éloignements, des rapprochements, etc.
L'expérience de la bibliothèque est largement collective, car la bibliothèque est multitâche et suscite des séjours longs et diversifiés. On vient rendre ses livres, on vient écouter de la musique en ligne, on vient feuilleter le dernier roman graphique de Mathias Sénard, on vient regarder l'exposition sur la guerre de 14, on vient boire un café, on vient rencontrer un copain ou deux. Multiplicité des activités qui permettent, qui provoquent la rencontre, le rendez-vous, la venue en famille ou entre amis. Et surtout, on vient travailler. Je l'évoquais précédemment, le travail dans les locaux de la bibliothèque a pris une ampleur jamais vue. C'est un lieu de travail plébiscité à cause de la disponibilité des locaux. Il y a une augmentation des horaires d'ouverture très importante dans les bibliothèques universitaires, à cause de l'ambiance studieuse et à cause de la possibilité d'être accompagné si on le souhaite. On peut y travailler seul, y travailler à deux, travailler en groupe, on peut y travailler longtemps, on peut y travailler souvent. La bibliothèque est un lieu neutre, central, connu et qui ne suscite pas guère de projets symboliques. La fréquentation de la bibliothèque universitaire française a augmenté de 10% entre 2003 et 2010. Pourtant, les BU ne sont pas fréquentés par tous les étudiants. Il y a des réticents, des rétifs, voire des hostiles. Il m'a semblé pertinent aujourd'hui de leur donner à eux aussi la parole. J'ai ici recours à 2 travaux menés par des élèves de l'ENSIB qui ont réalisé une série d'entretiens avec les étudiants. Premier travail, celui d'Alice Lemel sur l'accueil des étudiants de licence dans les bibliothèques universitaires. C'est un travail qui date de 2009. Je cite sa conclusion. Pour une bibliothèque, développer la convivialité, c'est en premier lieu devenir attrayante. Les BU ne jouissent pas d'une image attractive auprès des étudiants de premier cycle. Elles sont souvent le seul lieu de travail de l'université. Ils y passent beaucoup de temps et les transforment en lieu de vie, mais ils n'y trouvent pas toujours de valeur ajoutée. Contrer cette image permet d'acquérir un public réticent. Les lieux consacrés à la détente doivent être prévus, qui prennent en compte la durée des séjours effectués à la bibliothèque et la nécessité de se restaurer, autant que son incontestable rôle de sociabilité. Deuxième travail, celui de Laurence Young, donc un mémoire qui s'intitule « Je ne travaille jamais en bibliothèque », qui date de 2011. Elle cite par exemple Bérangère, étudiante en orthophonie. J'ouvre les guillemets. Ouais, c'est quand même, comment dire, pour respecter ceux qui sont autour, pour bosser dans le silence. Je ne sais pas si tu vois à quoi elle ressemble. En gros, c'est une salle qui est immense, elle doit faire 100 mètres carrés. Tu as des tables, et 20 étudiants par table. Et donc, bosser en BU là-dedans, tu peux pas. Donc, généralement, on s'invite chez les unes, chez les autres, et on prend le café. Une autre étudiante qui préfère travailler chez elle au lit en écoutant de la musique. Celui qui préfère acheter ses livres, l'autre qui trouve les bibliothécaires bien sympas, enfin bon. Donc, toute une série de raisons, d'arguments qui expliquent la non-fréquentation de la bibliothèque universitaire. Deuxième registre d'avance, d'attente, donc je parlais d'être ensemble. Deuxième registre, l'accompagnement. Les bibliothèques, en particulier les bibliothèques universitaires, depuis une vingtaine d'années, sont résolument entrées dans une prise en charge active de la formation des étudiants à la recherche documentaire. Compétence à laquelle on a du mal à trouver un nom clair. C'est la traduction de l'anglais Information Literacy, qu'on traduit aujourd'hui volontiers par compétence informationnelle, qui est quand même un terme plutôt moche. Les bibliothécaires ont donc proposé et co-construit avec les enseignants des formations à l'usage de l'information, autre traduction. En 2010, en dernière année disponible, pour les statistiques des BU, 184 000 étudiants ont été formés dans les cursus à la recherche documentaire. Peut-être que ça vous semble étrange. Je laisse la parole à l'association des directeurs de BU pour expliciter ce point. Information Literacy, Information Skills, culture informationnelle, les termes ne manquent pas, qui prétendent aujourd'hui définir, explorer le domaine de la maîtrise de l'information. Autre traduction. Cette abondance de vocabulaire et les notions qu'il recouvre montrent aussi et surtout à quel point l'information est devenue un enjeu prioritaire en ce début du XXIe siècle. L'information est partout, accessible non plus seulement via les médias traditionnels bien connus des professionnels de l'information, mais aussi via les réseaux sociaux, les blogs, les communautés d'utilisateurs sur Internet, etc. Elle est disséminée et protéiforme, combinant parfois texte, son et images. Cette apparente facilité d'accès et cette profusion masquent un besoin grandissant d'outils et de méthodes pour maîtriser la collecte et la gestion de l'information utile. C'est un texte de l'Association des directeurs de BU qui date de 2012. Peut-être qu'on s'étonnera moins si on sait que cette préoccupation sur la formation à l'usage de la documentation, à la recherche documentaire, figure aussi dans le socle de connaissances
émanant de l'Éducation nationale, socle qui a été adopté en 2006, donc je cite un court extrait. La culture numérique implique l'usage sûr et critique des techniques de la société de l'information. Il s'agit de l'informatique, du multimédia et de l'Internet, qui désormais irriguent tous les domaines économiques et sociaux. Ces techniques font souvent l'objet d'un apprentissage empirique hors de l'école. Il appartient néanmoins à celle-ci de faire acquérir à chaque élève un ensemble de compétences lui permettant de les utiliser de façon réfléchie et plus efficace. Les usages du numérique, pour en conclure, ne vont pas de soi, ils appellent des compétences spécifiques. Donc, côté BU, formation des étudiants, mais aussi accompagnement, en ouvrant des pistes dans la jungle de la formation, que ce soit en termes de sites, d'accès aux revues en ligne, des bibliographies, des compétences pour publier ou pour archiver l'information, la classer, mais aussi bien sûr accompagnement des chercheurs, avec notamment aujourd'hui tout le registre de l'open access et de l'accès aux données de la recherche, registre qui s'ouvre de façon très positive. Ces usages nouveaux, ce rapport à la bibliothèque, cette demande de convivialité, de décontraction, d'un accueil ouvert, d'usages diversifiés, se retrouvent bien sûr dans la réflexion sur les bâtiments et leur architecture, et ce sera mon troisième mot-clé. Le renouveau architectural des bibliothèques date de la fin des années 80 et s'est manifesté d'abord ici, dans la commune de Villeurbanne, avec le bâtiment de Mario Botta, et un retour assumé à la monumentalité. Charles Hernu, alors maire de Villeurbanne, assume ce retour à la monumentalité. Et il dit à propos de l'ouverture en 1988 de sa bibliothèque, donc la maison du livre, de l'image et du son, je le cite, « Il faut venir à la bibliothèque comme on irait dans une cathédrale ». Le recours à des architectes connus s'est multiplié dans le cadre de ce qu'on a appelé le négoce de la notoriété. Les villes, pour concurrencer efficacement leurs voisines, ont besoin d'arrêts TGV, de bonnes classes préparatoires, d'un festival de musique et d'une architecture publique prestigieuse, monumentale, dont les bibliothèques sont des exemples. Je cite, outre le Villeurbanne de Mario Botta, la bibliothèque de Nîmes qui a Sir Norman Foster, la bibliothèque de Montpellier à Chemetov, la bibliothèque de Rennes à Port-en-Parle, les bibliothèques d'Orléans et de Troyes à Dubessay-Lyon, la bibliothèque de Limoges à Riboulet, la bibliothèque de Colomiers à Ricciotti, ou celle d'Oloron-Sainte-Marie, à une jeune architecte, Pascal Guédot, qui a reçu l'équerre d'argent en 2011. Cette vague municipale était première, mais elle a été ensuite trouvée confortée par la construction, rénovation de la BNF. Construction à Tolbiac avec Dominique Perrault, rénovation à Richelieu avec Bruno Gaudin, puis, grâce au crédit des plans U2000 et U3M, les universités ont embrayé. Enfin, 500 000 m² construits ou rénovés depuis l'an 2000, des bâtiments lumineux, par exemple à Versailles, des gestes architecturaux, l'escalier au Havre, des espaces fonctionnels à la Bulac, des rénovations audacieuses à la Sorbonne, des retours en centre-ville comme à Limoges ou à Toulouse, une équerre d'argent, là aussi, en 2006, pour Florence Lipski et Pascal Rollet, pour la BU d'Orléans-la-Source. Et bien sûr, puisque nous sommes sur ce campus de la Doua, la nouvelle bibliothèque Marie Curie de l'INSA et la BU Sciences de Lyon 1 devraient réussir. Peut-être j'ajouterai en aparté la bibliothèque de l'ENSID qui a été rénovée à son tour l'année dernière. Je ne m'attarderai pas sur ce sujet des bâtiments et de l'architecture parce que je pense qu'on y reviendra largement dans la suite de cette table ronde. Juste pour conclure, 3 phrases de synthèse et un hommage. Première phrase, ce qui compte c'est la possibilité du multifonctionnel, du diversifié, du modulable, de l'adaptable, tant les outils, les services et les usages changent. Deuxième phrase, ce qui compte, c'est l'attractivité. Offrir du confort, de la convivialité, de la lumière, des couleurs, offrir de l'espace, de la générosité. Troisième phrase, ce qui compte, c'est le symbolique. L'implantation, la qualité architecturale, le rôle urbain, mettre la bibliothèque au cœur de la communauté, au cœur du campus, au cœur de la cité. Et enfin, l'hommage, il sera pour Pierre Riboulet, dont la bibliothèque de Paris 8 est une pure merveille, tout en espace et en lumière, déambulation dans le savoir et porte ouverte sur le campus, entre la ville de Saint-Denis et le campus, la bibliothèque dans la cité. Je vous remercie.
change de casquette. Donc je ne sais pas s'il y a des questions, réactions, compléments, protestations, contradictions. Enfin, je vais donc, sans plus attendre, vous aurez l'occasion, si un remords vous vient, de reprendre la parole ensuite. Donc je passe sans plus attendre la parole à Philippe Audard. Bonjour. Ça marche. Donc, cette table ronde est pour moi l'occasion de témoigner à partir d'exemples de bibliothèques que nous avons bâties ou rénovées avec mon agence. C'est avant tout une vision pragmatique basée sur l'expérience de terrain au contact avec les décideurs que sont les bibliothécaires d'un côté et les politiques de l'autre quand on travaille sur l'architecture publique. Et donc, je souhaite témoigner un peu de cette expérience pragmatique. En premier lieu, je souhaiterais un peu résumer ce qu'est pour nous la particularité du programme d'une bibliothèque. Parce que nous travaillons sur de nombreux bâtiments, et là-dedans, les bibliothèques font partie, ont des particularités qui sont importantes. Donc déjà, j'aimerais noter dans un premier item que la bibliothèque est un organisme complexe. Alors, il est complexe, quelle que soit en fait sa situation, qu'il soit situé au cœur de la cité ou à la campagne, que ce soit une bibliothèque universitaire ou une bibliothèque municipale, il y a souvent des oppositions comme ça dans les programmes. En fait, à chaque fois, on a affaire à un organisme complexe. En effet, ce programme accueille de multiples espaces aux multiples fonctions. Et ça, c'est le début de notre travail. Donc l'accueil de ces espaces nécessite pragmatiquement deux choses, il nécessite bien d'autres choses, mais les deux choses les plus évidentes pour nous, c'est la mise en place de surfaces de plancher nécessaires à l'accueil de toutes ces fonctions, ça c'est un peu évident, et c'est surtout la mise en place d'un système de distribution qui permette une fonctionnalité entre tous les acteurs et tous les gens qui travaillent et qui vivent dans cette bibliothèque. Donc ça passe pragmatiquement par l'autonomie des deux grandes catégories de gens, ceux qui travaillent et ceux qui pratiquent. Dans le cas de conception neuve, ces critères sont la base du raisonnement qui amène au projet. Le positionnement des circuits du livre, du personnel et du public constitue l'ossature même du projet. C'est ce que nous avons conçu pour la bibliothèque, par exemple, de la manufacture des tabacs à Lyon, un noyau très compact de circulation permettant d'innerver l'ensemble du bâtiment, lui-même composé d'une aile neuve et d'une aile ancienne. Par contre, dans les projets de réhabilitation de bibliothèques existantes, comme celle dans laquelle nous nous trouvons, ce schéma idéal que l'on peut mettre en place à partir d'une feuille blanche est souvent compliqué à mettre en œuvre. Donc, dans cette bibliothèque, par exemple, qui a été construite entre 1960 et 1964, d'où le cinquantenaire, alors cette bibliothèque est une véritable prouesse constructive pour l'époque. Il faut savoir qu'avec ces planchers péricontraints, c'est la même technique que pour construire un pont à l'heure actuelle, on a un bâtiment de 40 par 60 mètres monolithique, complètement autonome et qui distribue 6 niveaux. Par contre, effectivement, il a été construit à l'époque avec, je dirais, cette volonté de magnificence un peu et de quantité d'espace, mais par contre, le fonctionnement n'était plus du tout, quand on est arrivé en 2007, au standard de ce qu'on souhaite aujourd'hui pour une bibliothèque, c'est-à-dire des espaces de distribution agréables à vivre, des espaces qui soient simples, efficaces et qui permettent à chacun de trouver rapidement ce qu'il a à trouver dans la bibliothèque. Donc ici, nous avons choisi de garder que l'aspect positif de ce bâtiment, à savoir ces grands plateaux unitaires, que vous avez peut-être visités dans les étages, et d'externaliser la circulation du public, qui était hier assurée par un escalier qui était vraiment monumental, mais terriblement engoncé dans le bâtiment, et qui créait des circulations peu agréables à vivre. Il y a d'ailleurs des photos super sympas d'époque qui permettent une comparaison de ce qui est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons externalisé l'ensemble des circulations dans le cadre du projet sur une tour extérieure, donc qui permet une circulation très aisée du public entre le niveau de rez-de-chaussée et le niveau d'accueil et les 6 niveaux publics du bâtiment. Du coup, les plateaux de cet immense bâtiment ont été complètement débarrassés des appendices de circulation, qu'ils soient verticaux ou horizontaux, et ont trouvé une logique spatiale claire et lisible. Grosso modo, des grands plateaux alimentés par une circulation verticale très simple.
Ensuite, dans l'histoire du projet, ces grands plateaux ont fait l'objet d'extensions, de dissociations entre les plateaux ouest et les plateaux est, afin de trouver une âme au projet, mais ce n'est pas là-dessus que j'interviendrai. Donc voilà un peu pour la mise en place de ce qui est la complexité d'une bibliothèque pour un architecte. Après, il y a un deuxième item qu'on a vu arriver depuis quelques temps dans les programmes, c'est qu'on nous explique qu'une bibliothèque est un espace à vivre, ou un organisme à vivre. C'est quelque chose qu'il n'y avait pas il y a 25 ans dans les programmes, mais qui est arrivé petit à petit, qui s'est insinué en fait dans le gros volume qu'on livre à l'architecte pour la conception du bâtiment. Donc dans tous les programmes que nous avons réalisés, la bibliothèque est décrite comme un lieu de vie propice au bien-être de chaque individu. Ainsi, la bibliothèque, lieu du savoir, il y a quelques dizaines d'années, se transforme en lieu de vie au service de chaque individu, qui doit trouver en plus du lieu de documentation traditionnel, alors que ce soit le livre ou le numérique aujourd'hui, il doit trouver un lieu où il peut absolument tout faire. Donc il doit, comme vous le disiez, pouvoir travailler individuellement, mais aussi collectivement. Il doit pouvoir se distraire, et dans cette bibliothèque, je crois que j'ai un peu prévu tous les types de distractions possibles et imaginables que peuvent inventer les étudiants. Il doit pouvoir se restaurer, se cultiver à travers des journées comme celle-ci, et un des reproches que j'ai eu, c'est qu'il n'y a pas assez de prise pour qu'on puisse brancher l'ensemble de nos prothèses numériques, puisque chaque étudiant dispose d'au moins 3 appareils comme celui-ci. Donc aujourd'hui, la bibliothèque est vraiment constituée d'une pluralité d'espaces spécialisés dans des activités qui étaient complètement impensables il y a quelques années. Donc pour nous, face à ces demandes de liberté individuelle et de mise en avant par rapport aux lieux a priori collectifs, on est dans des lieux collectifs, et là, on s'adresse à l'individu qui doit trouver son confort personnel. Il nous faut, en tant qu'architecte, traduire spatialement ces différentes demandes, d'une part, mais également définir les caractéristiques techniques de chaque espace afin que le confort soit au rendez-vous. Alors certains me diront, oui, mais il y a un programmiste qui a tout écrit avec les DB, les luxe, les machins. En fait, on s'aperçoit dans le développement des projets aujourd'hui de bibliothèque qu'à partir de cette base, il y a un vrai travail pour arriver à imaginer ce que sont ces espaces. Il est en effet très difficile de prévoir l'utilisation d'un espace d'une bibliothèque, parce qu'on a vu, on ne dira pas où, mais certaines salles de lecture qui se transforment à certains moments, qui se transforment et qui dérogent complètement à leur fonctionnalité originelle pour muter sur d'autres usages et devenir par exemple une salle de distraction, voire de jeux de société. Donc je pense qu'entre architectes et bibliothécaires, il y a vraiment besoin d'une grande connivence, et j'insiste sur ce point-là dans la conception. On n'est pas tout seul à concevoir un objet à partir d'un document. Il y a vraiment besoin d'une grande connivence pour imaginer collectivement l'usage des lieux, qui soit à la livraison du bâtiment, mais à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans. En fait, et je rebondis sur ce que vous disiez, pour nous, un espace n'est jamais totalement multifonctionnel. Et il est impossible de prévoir un espace qui aurait toutes les caractéristiques et qui puisse accepter tout type d'usage. Il faut en fait définir un cadre général et poser un certain nombre de limites pour définir une qualité d'usage finale de ce lieu, parce que tout n'est pas possible en un seul lieu. Et la meilleure des démonstrations, c'est la fameuse salle polyvalente de n'importe quel village, qui n'a de polyvalent que le nom, puisque en général, c'est très difficile d'avoir la même qualité pour tous les usages qui s'y passent. Donc, dans ce bâtiment même, puisque je me sers d'exemple, c'est vrai que nous avons eu des problèmes, par exemple, avec les mezzanines des étages 4 et 5 à la livraison, les salles de lecture étant devenues vraiment des salles de grande distraction assez rapidement. Et c'est vrai qu'on a eu des échanges, je vois Dominique qui est là-bas, directrice de l'époque, ou avec Isabelle Scheder, c'est vrai qu'on a eu des échanges pour savoir qu'est-ce qu'on devait faire. Est-ce qu'on devait cloisonner, est-ce qu'on devait faire de l'acoustique, ou est-ce qu'on devait essayer de faire de la pédagogie. Donc je crois jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas eu de retour, peut-être qu'ils ont tout changé en quelques temps, jusqu'à aujourd'hui, c'est surtout de la pédagogie et d'essayer d'expliquer effectivement aux utilisateurs que pour certains usages, il y avait des espaces qui étaient faits pour ça, et que dans les salles de lecture, il fallait essayer de travailler. Donc ça parle pour les architectes aussi d'un organisme vivant, c'est-à-dire capable de s'adapter dans le futur. Et donc on parle beaucoup d'adaptabilité ou de modularité dans les programmes. C'est souvent des vœux pieux, parce qu'on a beau concevoir tout ce qu'on veut sur un papier, derrière, est-ce qu'on a les budgets pour faire évoluer le bâtiment, etc. Et là, j'en vois qui rit. Jaune. Jaune. Donc voilà un peu rapidement sur
un organisme à vivre, et ça rejoint tout à fait ce que vous disiez, tout le monde veut tout à tous les moments. Après, le dernier item, c'est effectivement, c'est le thème de cette table ronde, c'est la bibliothèque en tant qu'organisme connecté à la cité. C'est vrai qu'hier, la bibliothèque était un espace centré sur le livre et réservé à un public averti. Cela se lit dans la formalisation architecturale de beaucoup de bibliothèques, et cette bibliothèque dans laquelle nous sommes est un parfait exemple d'expression du temple du savoir. On est au bout du mail de composition de l'université, au bout de l'université Lyon 1, on est surélevé de 4 mètres avec un magnifique talus. Enfin là, si on avait voulu exprimer la force du savoir et à l'époque, je crois que Perrin Fayol avait grandement réussi. C'est l'architecte de l'époque. Aujourd'hui, par contre, on nous demande, la bibliothèque on nous demande à ce que la bibliothèque rentre comme tout bâtiment public dans l'ère de la cité et soit liée au quartier, à l'université. Par contre, la forme d'interaction entre la cité et la bibliothèque n'est pas aujourd'hui ni codifiée ni définie dans les programmes qu'on nous remet. Ça reste, c'est souvent, ça fait partie du discours et du message politique, mais c'est aujourd'hui peu défini. En tant qu'architecte, ce que je ressens, c'est une sorte d'attirance-répulsion des acteurs sur ce concept. Chaque maire ou directeur de bibliothèque veut s'ouvrir aux autres et à la ville, tout en ayant nécessité de se protéger. Donc cela se traduit très souvent par la projection d'idées issues de l'histoire de la construction des bibliothèques, qui se révèlent peu adaptées à la nécessaire connexion de cet espace à son contexte urbain. Nous avons par exemple réalisé, à titre d'exemple, l'entrée est de la bibliothèque de la Part-Dieu en 2007. Donc le programme politique, qui était clairement un programme politique du maire de Lyon, est assez explicite. La Part-Dieu, dans les années 60, s'arrêtait par la bibliothèque. On y rentrait par une entrée qui était côté du centre commercial. Et puis la ville, qui s'arrêtait sur les voies ferroviaires de l'époque, a complètement progressé. Et donc la façade arrière de cette bibliothèque dans les années 60 est devenue la façade principale, quelque part. Et donc, d'où commande d'une entrée sur l'est du bâtiment, puisque le quartier a complètement changé. Donc notre approche par rapport à ce projet, c'était justement d'être complètement en rupture avec l'urbanisme de dalle de la Part-Dieu, parce que l'ensemble du quartier était construit selon les préceptes de la charte d'Athènes à 5,50 m de haut. Et on a essayé de venir inscrire l'entrée de la bibliothèque sur le trottoir, au plus proche du public, celui qui marche non à 5,50 m sur les passerelles, mais avec les voitures au niveau de la rue. C'est une démarche qu'avait réussi à faire le centre commercial quelques années avant pour tout bêtement capter les 90 000 personnes qui chaque jour partent de la gare et traversent pour aller au centre commercial ou ailleurs dans le centre d'affaires. Donc venir au plus près de la rue induisait la construction d'un grand corridor qui permettait à la fois de s'élever entre la rue et le niveau originel du bâtiment et de se déplacer vers le cœur historique de la bibliothèque, qui lui ne pouvait pas être remis en cause, puisque là aussi, haut de bâtiment de Perrin Fayol, on a une structure assez verticale avec un grand élément vide d'atrium dans cette bibliothèque. En fait, nous, au niveau de l'approche urbaine, on avait justement conçu cette entrée, pas comme une extension de la bibliothèque, mais comme un sas urbain. Et je crois que là, on est bien dans le thème de la bibliothèque dans la cité, c'était de se dire qu'effectivement, à un moment donné, on avait un sas urbain qui était un sas de décompression entre la ville et la bibliothèque, et réciproquement, et qui avait son propre espace, son propre confort intermédiaire, sa propre identité, et là pourrait se développer une relation entre la ville et la bibliothèque qui sont un peu différentes. En fait, dans le développement du projet, puisqu'on gagne le concours, et là on nous dit, on a quelques remarques quand même. Et dans le développement du projet, cette idée peut-être naïve mais généreuse qu'on avait essayé de mettre en place de SAS, c'est estompé, et au fur et à mesure du développement des phases du projet, finalement, la bibliothèque a pris place jusqu'au trottoir. Plus de SAS, c'est la bibliothèque qui est avancée jusqu'au trottoir. Alors, esthétiquement, ça se voit pas beaucoup, c'est le même projet que ce qu'on avait dessiné. Par contre, aujourd'hui, on rentre effectivement sur le trottoir et immédiatement, on trouve un portique d'entrée, quelqu'un qui fait de la sécurité assis derrière sa banque, etc. Quelque part, je me dis aujourd'hui qu'on est assez... c'est la bibliothèque qui a pris possession de la ville et pas la ville qui a interagi avec la bibliothèque. Et en réflexion, nous sommes
spatialement assez loin du modèle d'Europe du Nord, avec ses formalisations très, très marquées de l'espace urbain et des bâtiments, bâtiments d'Europe du Nord, où justement les bâtiments publics sont beaucoup plus ouverts sur l'extérieur, avec de multiples entrées, avec des cheminements intérieurs. Alors, ça vient peut-être du climat, mais il n'y a sûrement pas que ça, de manière à ce qu'effectivement, tout contribuable puisse bénéficier un peu des bâtiments, traverser, aller et profiter des espaces de restauration ou des espaces de détente qui y sont installés. Donc à partir de cette idée qu'on a un peu mal vécue, je dirais en termes de développement de projet, on a eu la chance de gagner un autre concours qui est la bibliothèque dans laquelle vous êtes, et dans celle qui nous accueille aujourd'hui, nous avons monté un autre schéma qui nous semble plus porteur. Ici, le SAS avec le milieu universitaire, il me paraissait important qu'il soit également mis en place et qu'on n'arrive pas directement, comme ce qui existait avant, on passe la porte, on a des portiques, on a quelqu'un qui surveille, et il y a cette espèce de suspicion qui fait que des fois qu'on parte avec un livre, enfin, cette espèce de rapport qui se passe entre l'étudiant et le pauvre bibliothécaire chargé de surveiller l'entrée. Donc ici, le SAS qu'on a mis en place est constitué de l'ensemble du hall et des espaces de service qui vont de cette salle de conférence dans laquelle vous êtes rentrés sans passer aucune surveillance, rien du tout, jusqu'aux toilettes de l'établissement qui sont à côté, partie importante, et le nécessaire contrôle, parce que j'ai quand même bien compris qu'il fallait contrôler pour qu'on ne vole pas des livres, étant reporté en aval avant de pénétrer dans ce qui est finalement les salles de lecture, c'est le seul endroit où il y a des livres. Je me dis, a posteriori, qu'on aurait pu faire la même chose à la Pardieu, puisqu'on contrôle sur le trottoir, alors que les livres sont à peu près à 150 mètres. Voilà, donc ce hall ici est un peu un exemple de ce que nous on imagine comme être une interaction justement entre le domaine ici universitaire et la bibliothèque. Et on a accompagné également cette ouverture par en fait l'ouverture sur la façade est du bâtiment, ce qui paraissait là aussi, ce qui paraît aujourd'hui je pense une évidence dans le fonctionnement de ce bâtiment, puisque à l'est on trouve l'accès principal du tramway, et le plus proche du tramway, mais qui à l'époque a soulevé beaucoup de polémiques. On a dû déguiser cet accès en sortie de secours, pour la petite histoire. Et également, vous trouverez dans les photos qui sont ici, ça m'a fait plaisir, il y avait un magnifique mur de béton et de vitrail qu'on a cassé. Je le trouvais très très beau et on l'a cassé pour une seule raison, pour le remplacer par un mur de verre qui lui est complètement transparent et permet là aussi une vision entre la bibliothèque intérieure et le campus assez évidente, que ce soit de jour ou de nuit. On sait toujours ce qui se passe dans la bibliothèque. C'est allumé, c'est ouvert, c'est éteint, c'est fermé, mais au moins on marque comme ça, par cette transparence, une communion entre ces deux éléments, alors qu'à l'origine, on était vraiment fermé et opaque. Voilà. Après, en conclusion de cette petite réflexion, moi je dirais qu'architecturalement, pour nous, tout est possible. Il suffit de nous donner un budget, quelques idées directrices et une capacité à discuter avec nous, et on peut tout vous construire. Par contre, pour que la bibliothèque fasse partie intégrante de son écosystème, et je pense qu'il faut que les acteurs construisent ensemble les concepts de fonctionnement et d'accueil du public. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que nous, on peut faire tout seul au fond de nos agences. C'est vraiment un travail commun, j'insiste là-dessus. Et je pense là aussi qu'il y a des solutions que j'ai bien compris que notre société nécessitait un certain nombre de contrôles pour que chacun reste dans les clous. Mais il faut qu'on travaille tous ensemble pour construire ces lieux et les nécessaires interactions qu'il y aura dans le futur entre ces bâtiments qui sont de plus en plus ouverts et de plus en plus au service de l'individu. Merci. Peut-être pour alimenter le début de vos questions, je vais poser la première. Je souhaite revenir sur plusieurs points, peut-être sur cette bibliothèque-ci que nous fêtons aujourd'hui. Vous avez évoqué le poids symbolique de l'ancien bâtiment, le fait d'être installé en hauteur, donc, une maison du savoir vers laquelle on s'élève, dans tous les sens du terme, évidemment physiquement et moralement. Comment est-ce que vous avez, vous l'avez évoqué un petit peu, mais j'aimerais bien que vous y reveniez, comment est-ce que vous avez lutté contre ce poids-là? Au contraire, comment est-ce que vous l'avez amadoué et retranscrit autrement dans votre projet? C'est vrai qu'un projet, c'est toujours un ensemble multiple d'interactions.
c'est vrai que c'est assez drôle parce que c'est tout à fait dans le thème de ce colloque. Et, il y avait deux positions à l'époque sur l'ouverture de cette bibliothèque ou pas au campus. Il y avait la position, je dirais, institutionnelle de l'université, qui consiste à penser que l'université se finit dès la bibliothèque terminée, puisqu'après c'est grosso modo que l'INSA, et donc les bâtiments sont par ici, donc on était sur un lieu qui, on arrivait, c'était fermé. Et de l'autre côté, il y avait l'État, représenté par le rectorat et ses conseils urbanistes, etc., qui pensait qu'il fallait ouvrir à l'est, parce que bêtement, l'université, c'est peut-être pas que Lyon 1, c'est un ensemble de domaines universitaires constitué d'un certain nombre d'écoles, et puis pragmatiquement, le tramway, il est à 20 mètres par là, quand il est à 200 mètres par là. Donc voilà, donc nous, on a, je dirais, ça sert à rien de lutter de face contre ces choses-là. Donc clairement, on a bien compris ce que c'était, on a compris, je crois que le soir même où on a été nommé, j'avais les gens du rectorat qui appelaient à l'agence pour savoir, parce qu'ils en étaient à dire, s'il n'y a pas de deuxième entrée, on ne finance pas le truc, enfin, c'était quand même... Moi, je débarquais, je suis architecte, je débarquais en disant, waouh, ça y est, c'est la guerre tranchée. Et voilà, donc, wow, je crois que Dominique Wolff, on a un peu présenté la chose en disant qu'il fallait des sorties de secours. Il y en avait une qui était là, puis il y avait un escalier pour descendre, puis voilà, c'est passé comme ça. Et voilà, on va dire dans la... Je pense que la logique du site, de toute façon, gagne toujours. Donc après, voilà, il ne faut pas lutter contre ces choses-là, il faut juste intégrer et trouver le biais pour arriver... là on veut aller, quoi. Ok, je vous cède la parole. Des questions, des demandes de précision. Oui. Pourquoi avoir choisi comme couleur principale le noir et le rose fuchsia? C'est parce que vous êtes hyper jeune. Non, en fait, c'est un peu un... Comme je disais, un projet, c'est toujours un ensemble de critères importants. La couleur en fait partie. Et ma réflexion sur l'ensemble de ce bâtiment, il faut savoir que j'en parle souvent. Tout à l'heure, on me disait « Ah, il n'y a pas la clim dans les bureaux ». Je disais « Non, c'est une bibliothèque de pro, il n'y a pas de clim dans les bureaux, il n'y a pas de clim dans les salles de lecture. » Enfin, il fait très chaud en ce moment. Et voilà, on a dû répondre dans un cadre budgétaire qui était relativement restreint ici. Et puis voilà, c'est une des contraintes qu'on prend en compte. Nous, à chaque fois, il y a 1000 € du mètre carré, on met 1000, il y a 2000, on met 2000. Pourquoi du fuchsia? Alors, donc du coup, la couleur de base, c'était, j'arrive un peu sur le truc en disant, nous, notre projet, c'était de dire, quand on est sur des budgets aussi peu importants, on a souvent, à la fin, on a vraiment un projet de rénovation avec un peu de plafond acoustique, parce qu'il faut de l'acoustique, à 98% c'est blanc, donc c'est blanc, et puis un peu de peinture sur les murs, et puis un peu de ci, un peu de ça. Et donc j'ai voulu prendre le contre-pied de ça en disant qu'une bibliothèque, d'une part ici, elle est extrêmement vitrée, on n'a pas de problème d'éclairage naturel, etc. Comme ça, en cherchant des références, on est tout de suite arrivé sur les bibliothèques un peu anciennes du siècle dernier, qui sont des espaces un peu cosy, un peu sombres, on le voit c'est un peu patiné, etc. Et on est arrivé petit à petit dans cette réflexion de se dire que l'identité de ce bâtiment pouvait être effectivement constituée d'un choix où on amènerait quelque chose d'assez foncé sur l'ensemble des surfaces dont on disposait, donc les plafonds, quelques murs, etc. En fait, c'est les plafonds plus tout ce qu'on a retravaillé, c'est-à-dire les murs en bois qui séparent les différentes salles de lecture. Ensuite, l'idée, c'était aussi que on n'allait pas vous faire un bâtiment noir et blanc sur la totalité. Et là, on avait l'idée d'amener des couleurs comme ça, une par étage. Et sur les premiers documents que nous on avait fait, il y avait un peu de jaune, un peu de rouge, un peu de vert, un truc d'architecte qui n'a pas tellement étudié la couleur. Et là, comme sur tous mes projets, je travaille avec une amie qui est artiste, et qu'on a fait intervenir à ce stade de la conception en disant voilà, tu as une base, qu'est-ce que derrière on amène comme couleur? Et elle, son idée, c'était d'arriver, c'était un peu cette relation du bâtiment que vous avez ici à son paysage, vous avez du vert systématiquement dans cette bibliothèque, c'est à tous les étages. C'est une relation assez forte à la nature, et donc elle est partie de l'idée du vert qu'elle a déclinée entre le rez-de-chaussée, enfin selon 3 gammes, entre le rez-de-chaussée et le dernier étage, et ensuite le fuchsia est venu un peu comme un contrepoint sur les sols, en se disant on va réveiller tout ça avec une touche un peu punchy, et ouais, c'est pas mode, c'est jeune quoi, quelque part. On avait envie comme ça, que ça bouge un peu et que ça soit pas... On n'est pas dans une bibliothèque, je dirais, là aussi avec vous voyez, bois, béton, enfin quelque chose de construit, de neuf. Là, on doit de toute façon habiller, masquer, revenir sur des choses anciennes, et c'était un peu ça, c'était marquer un peu ce passage-là à travers cette couleur un peu punchy qui passe, pas systématiquement partout, mais en particulier sur les sols des circulations.
Donc, ouais, en fait, le noir, ça fait penser aux autres bibliothèques anciennes, on va dire. Ouais, c'était ça. Parce que c'était la couleur de toutes les bibliothèques anciennes, mais... Ouais, pas toutes, hein, mais c'est plus le bois patiné, le côté sombre. Voilà, ce côté sombre, puis les couleurs fuchsia ou alors vert pomme, comme j'ai pu le constater, c'est pour apporter cette touche de neuf, on va dire. Ouais, c'est cette touche de neuf, c'est cette relation aussi. C'est aussi le fait qu'on sait très bien qu'on intervient, ben voilà, on a construit ça, livré ça en 2009. Je pense que dans 5, 6, 7 ans, on se posera la question des couleurs, et là peut-être que quelqu'un d'autre pourra revenir et amener une autre idée. On n'est pas dans le pérenne là-dessus, on est sur s'adapter. Et il y avait une vraie volonté de trouver une vraie identité sur cette bibliothèque qui ne soit pas limitée à l'utilisation de matériaux pas chers. C'est des matériaux pas chers, mais la mise en couleur permet de trouver un peu ce supplément d'âme. D'autres questions? Oui. Vous disiez que vous travaillez au maximum avec les bibliothécaires, mais est-ce que vous avez voulu travailler avec les étudiants? Alors les étudiants, la question à Dominique. Ouais, alors les étudiants, ça dépend. On a par exemple sur la bibliothèque de Lyon 3, on avait tout un système, donc c'est celle de la manufacture des tabacs, il y avait tout un système comment on appelle ça, de groupe de travail avec des étudiants. Et donc en particulier, on avait participé à l'époque à des interrogations, enfin au montage de questionnaires sur qu'est-ce qu'ils attendaient comme rapport à l'espace. Est-ce qu'ils veulent des tables de 4, des tables de 2, être mono-orientés, être face à face, être machin. Voilà. À cette époque-là, on avait beaucoup travaillé, c'était en 95, sur ce genre de choses, et ça avait guidé un certain nombre enfin, on s'était rendu compte d'un certain nombre de choses qui n'existent pas aujourd'hui dans la littérature officielle, on va dire, sur comment construire une bibliothèque universitaire, mais qui a autant d'individus, enfin, si on veut résumer, c'est qu'il y a autant d'individus que d'envie de vivre différemment. Et ça, on continue de le mettre en œuvre dans les bâtiments qu'on peut faire. Vous avez par exemple ici des gens avec des tables de 2, il y a des tables où on se regarde, il y a des tables où on travaille en long face au vide, il y a des tables où on travaille en long mais face à la nature. Enfin voilà, donc ces choses-là, oui, ça nous est arrivé dans le passé. Ici, sur cette bibliothèque, si c'est la question, je ne me souviens plus, on a eu des groupes de travail nombreux sur la... mon traumatisme, c'est... c'est la culture et c'est la banque de prêt qui a nécessité de longue mise au point pour arriver à trouver une solution qui aiderait tout le monde. Et l'architecte a recommencé plusieurs fois. Après, la difficulté, c'est effectivement de mettre tout ça en musique dans un cadre qui soit piloté, quoi. Mais bon, c'est plutôt sympa, et on n'est pas contre. J'ai été dans cette bibliothèque il y a pas mal d'années. On avait en somme désacralisé ce bâtiment, notamment cette hiérarchie qu'il y avait entre les niveaux chercheurs, où n'avaient accès que les chercheurs, des règles très restrictives au niveau étudiant. Si j'ai bien compris, il y a maintenant une circulation très ouverte. Il n'y a plus du tout cette hiérarchisation des niveaux. Voilà, dans le programme, de toute façon, il n'y avait plus de nécessité à laisser du stockage sur les mezzanines des étages chercheurs. Il y avait par contre, on a augmenté, je pense, de à peu près 20% le nombre de places assises. Il y avait vraiment une volonté, j'allais dire, de démocratisation, c'est-à-dire de créer un nombre de places important, de rendre un maximum d'espace accessible. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus la nécessité dans les programmes d'avoir des spécialisations par typologie d'utilisateurs. Donc les lecteurs ont accès dans toutes les parties du bâtiment. Ah oui, là, je crois qu'avec une carte, on va absolument partout, sauf qu'on n'a pas le droit. C'est important. Par exemple, quand on parlait de fonctionnalité, dans cette bibliothèque, il y avait énormément de mélange. Et ça, c'est vrai que c'est une fonctionnalité des années 60. Les gens allaient, venaient. Une des problématiques, c'était les étudiants qui se retrouvaient dans les étages de bureaux parce qu'ils s'étaient perdus. C'est pas parce qu'ils voulaient aller se promener, ils s'étaient perdus. Donc on a, dans la mise en place de ce fameux schéma dont je parlais des circulations différenciées, réglé un certain nombre, enfin essayer de régler l'ensemble des problèmes et effectivement que les zones publiques soient accessibles, faciles aux handicapés, enfin avec toutes les normes évidemment qui sont en vigueur depuis 2007. On est un peu pilote sur la mise en place de la dernière norme handicapée qui datait de décembre 2006. Sur ce bâtiment, l'université tenait absolument à faire un peu un modèle, ou un prototype. C'est une tendance lourde côté bibliothèque universitaire de donner dans les rénovations plus de place aux usagers et moins aux collections. On a vu notamment la rénovation de la Sorbonne qui est basée sur ce principe. Une dernière question?
Alors, je vais poser la dernière question et peut-être que Isabelle et Dominique vous aideront à répondre. Vous avez évoqué à un moment donné des jeux de société, des usages imprévus. Quel regard vous jetez sur déjà, quelle sorte d'usage imprévu au-delà de cette activité ludique et finalement, est-ce que c'est le bienvenu ou est-ce qu'on essaye de lutter contre? Comment est-ce que ça se passe? Ma première réaction, c'était de dire c'était pas dans le programme, c'est pas fait pour ça, quoi. Enfin, ils sont là pour bosser, quoi. Et puis après, la deuxième chose, c'est on m'a demandé de faire un lieu de vie. Donc, quelque part, le fait qu'ils viennent jouer ensemble, etc., c'est plutôt positif et ça peut faire partie du fonctionnement du bâtiment. Le seul truc, c'est la régulation de ça, pour qu'effectivement, ça ne devienne pas qu'un tripot de 12 000 m². Mais enfin, la liberté, elle s'arrête là où on embête les autres, quoi. C'est très clair. Donc après, voilà, je faisais allusion à ces étages de mezzanine qui étaient pour moi, en tant qu'architecte, un peu le truc vraiment sympa. On a le petit escalier, la petite table de deux, c'est là où on a envie d'être tranquille. Et puis finalement, ça se transforme en un lieu, comme c'est tranquille, les usages mutent vers autre chose. Et c'est vrai qu'on en a pas mal discuté à l'époque. Et ça sert à rien d'interdire de toute façon. Donc il faut arriver à trouver à expliquer aux étudiants en particulier que s'ils veulent jouer, ils ont par exemple tout le hall qui est fait pour ça, avec des sièges confortables, voilà, il y a d'autres lieux. Ou alors jouer en silence. Alors on en est où? On s'adapte aux usages et on essaye de lutter contre les bibliothécaires qui veulent lutter contre les usages. C'est plutôt ça. C'est vrai qu'on est beaucoup dans cet aspect-là de dire oui, on est là pour travailler. Non, on se rend compte que les étudiants ils ont besoin de ces lieux de vie, donc on les accompagne. Et effectivement, on essaie plutôt de réguler. On a le droit de manger dans les bibliothèques? Je sais, exclusivement. Mais par contre, c'est vrai que moi j'étais assez surpris de. Je pense que j'ai encore un rapport de respect aux choses comme ça publiques qu'on met à ma disposition. Et il y a des usages qui m'ont étonné. Une fois, je passais ici où les étudiants prennent les chauffeuses, vous avez peut-être vu, qui sont assez importantes parce que justement, on a voulu les choisir pour qu'ils soient tranquilles à l'intérieur avec des beaux dossiers. Donc ils prennent ça, ils les montent d'un étage, ils les descendent de deux. Donc il y a vraiment une vraie appropriation du bâtiment. Et c'est vrai que je pense que le mode de fonctionnement ne doit pas être facile entre. Il faut que ça reste quand même un lieu de travail et derrière, amusez-vous. Oui, une dernière question. J'aurais peut-être juste une question par rapport au stock, justement, si l'objectif des bibliothèques aujourd'hui est de doubler l'espace et de limiter le stock pour faire en sorte qu'il y ait le plus grand espace possible pour ces lieux de vie. Finalement, qui gère ce stock? Que devient-il et qui gère ce stock? Non, je ne veux peut-être pas l'architecte, mais... alors moi je vais faire une réponse très générale et puis ensuite Isabelle parlera pour l'exemple dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il y a plusieurs modes de gestion. La première c'est la dématérialisation, c'est qu'il y a un certain nombre de collections qui sont aujourd'hui fort nombreuses mais accessibles uniquement sous forme numérique, donc ça dégage de la place. Et puis la deuxième réponse, alors qui se situe davantage en Île-de-France, c'est la délocalisation des stocks. Donc il y a un centre, le centre technique du livre de l'enseignement supérieur, qui est habilité à recevoir, stocker des collections, soit des doublons, soit des collections peu utilisées des bibliothèques universitaires parisiennes ou franciliennes qui manquent de place. Et donc il y a une espèce d'externalisation de la collection qui se fait de cette façon. Et alors ici, je ne sais pas comment vous avez résolu. Pour l'instant, tout tient dans les magasins qui sont ici dans les sous-sols. On essaye de mettre en libre accès ce qui est le plus utilisable, directement utile aux étudiants, et en magasin ce qui sort le moins, mais que l'on continue de communiquer, que l'on valorise effectivement soit dans des expositions, soit par des actions de numérisation. C'est un stock qui se gère à minima, on va dire, sans beaucoup d'intervention des bibliothécaires. Très bien, merci beaucoup. Donc je passe maintenant la parole à Cédric Lamy qui va nous parler de mathématiques, de bibliothèques et mathématiques ou de toute autre chose. Oui, voilà, bibliothèque en tout cas. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de se retrouver dans une bibliothèque, bien sûr. Alors pour les mathématiciens, une bibliothèque c'est très important. Et d'ailleurs c'est un débat que j'ai vu dans tous les départements où j'étais.
garder la bibliothèque de mathématiques près de soi ou l'intégrer aux bibliothèques centralisées de l'université. C'est une constante parce que les mathématiciens aiment bien garder la bibliothèque comme leur objet avec lequel ils ont une relation extrêmement active près d'eux. Puis la bibliothèque, c'est important, on les connaît, on en parle. On reviendra sur la question que c'est pour un département de mathématiques le budget d'une bibliothèque. En tout cas, ce sont les départements certainement pour lesquels ça pèse le plus lourd parmi les sciences. Et puis, sciences dures, je veux dire. Et puis, on en connaît, on les compare, on les connaît internationalement. Je vais vous en citer quelques-unes, peut-être, de celles que j'ai pu connaître et qui m'ont marqué. Alors, ça fait 20 ans que je suis à la bibliothèque, depuis le début de ma thèse jusqu'à maintenant, ce qui veut dire que j'ai commencé à fréquenter les bibliothèques avant la révolution numérique, et puis je les fréquente toujours maintenant. Ça a été bien sûr la bibliothèque du département de rattachement, bibliothèque à l'ENS à Paris, bibliothèque à l'ENS Lyon, et la bibliothèque ici, à la bibliothèque de mathématiques juste à côté. En particulier, préparation de cours, préparation d'articles, pour moi ça a toujours été un fait. Préparation de cours, vous descendez à la bibliothèque et puis vous cherchez, vous faites le plein d'ouvrages, des ouvrages qui vont compter. Tout à l'heure, je suis passé à la bibliothèque et écouté pour rendre les ouvrages qui m'avaient servi pour mon cours cette année. C'était une file comme ça, c'était une file haute comme ça. Et ça reste important même aujourd'hui, cette fonction d'emprunt de cours d'emprunt de bouquins pour les cours. Bibliothèque qui m'a marqué, c'est celle d'Oberwolfach, Institut d'Oberwolfach, mathématiques perdues dans la forêt noire. Pour ceux qui ont vu le film Comment j'ai détesté les maths, il y a une séquence qui est tournée à Oberwolfach et une séquence dans laquelle j'apparais, deux séquences dans laquelle j'apparais dans cette bibliothèque. Une dans laquelle je travaille, je vais consulter des articles de recherche, une autre dans laquelle je montre des ouvrages et je parle du collectif Bourbaki en particulier. Il y a eu pendant longtemps, et si vous me demandiez quel est le plus bel endroit du monde, je répondais texto, la bibliothèque de mathématiques d'Oberwolfach. Moi, c'était the best place in the world. Il n'y avait pas seulement tous les bouquins dont on pouvait rêver, qui pouvaient nous servir, il y avait aussi juste à côté la salle de musique avec le piano, juste à côté la salle de sport avec la table de ping-pong, juste à côté la connexion internet avec les machines, et une sorte d'environnement avec ce qu'il faut pour vous tenir compagnie quand vous avez besoin de stimulation intellectuelle, vous avec le reste du monde, et passé ou présent. À Oberwolfach, vous avez aussi des témoignages du passé assez étonnants. Si vous y êtes un jour, regardez la collection, la revue Deutsche Mathematik. Oberwolfach a été fondée du temps où pour fonder un institut, il fallait avoir de bonnes connexions avec le régime nazi. Et vous êtes bien là, sur un petit portrait du fondateur, et c'est marqué texto, ces bonnes connexions avec le régime nazi ont permis de mettre en place cet institut, parce qu'il faut bien transparence de ce côté-là. Et vous avez dans les archives donc ces séries de revues, témoignages du temps, où on pensait qu'il y avait des mathématiques allemandes, et puis des mathématiques de tel pays, des mathématiques de tel autre pays. Ça laisse absolument rêveur. Donc, bibliothèque d'Oberwolfach, bibliothèque de l'Institut for Advanced Study à Princeton, magnifique, la vraie bibliothèque à l'ancienne. Là, tout est en bois, il y a un grand buste d'Einstein, système de fiches à l'ancienne, vous empruntez un ouvrage, vous remplissez la petite fiche, séparée en deux, une qui va dans le bac à hauteur, une qui va dans le bac pour les livres, et puis voilà, vous repartez. Et on sait ce qui vous arrive. Ils sont très attachés à ce système, de des tiroirs à l'ancienne, avec toutes les fiches rangées. Puis il y a aussi un système de consultation électronique et ainsi de suite, mais dans la forme, ça reste la bibliothèque telle qu'elle était au moment de la fondation dans les années 1930. Elle se visite par les classes, par les gamins, ça fait partie du côté inspirant, évidemment. Vous entrez dans une bibliothèque, s'il y a 80 ans d'histoire qui vous parle, c'est autre chose que si c'est quelque chose de... c'est beaucoup plus solennel que si c'est quelque chose de complètement moderne. Dans le même institut, je vous recommande la visite de la bibliothèque de sciences humaines. J'en parle dans mon ouvrage Turin vivant. J'explique si vous passez la nuit à l'Institut for Advanced Study, allez voir la bibliothèque de sciences humaines de nuit. C'est un truc extraordinaire où vous vous déplacez comme un explorateur. Il y a des ouvrages qui font
1 mètre de haut, des grands atlas des temps anciens, des grandes encyclopédies, dictionnaires et tout ce que vous voulez. C'est un truc que vous visitez comme un musée. Bibliothèque du CIRM à Ligny, le Centre international de rencontres mathématiques. J'y ai écrit une partie de l'un de mes livres sur le transport optimal, préférentiellement entre minuit et 4 heures du matin. Bibliothèque très accueillante. Bibliothèque de Berkeley, je reviendrai dessus, sur les quelques découvertes que j'ai pu y faire. Et puis bien sûr, la bibliothèque de l'Institut Poincaré, je la vois de l'autre côté en tant que directeur d'institut. À l'Institut Poincaré, c'est un des 2 services historiques, la bibliothèque, l'autre étant le service d'accueil des chercheurs invités, et la bibliothèque est le plus important service en termes de nombre d'employés. On a 5 personnes qui travaillent à la bibliothèque, ce qui représente à peu près 20% de nos effectifs. Elle comprend, cette bibliothèque, non seulement la question de la documentation, mais aussi une question de mise en valeur de patrimoine. On a des anciens ouvrages, certains qui ont 200, 300, 400 ans. On a des qui sont seulement en accès pour les spécialistes d'histoire des sciences qui veulent les consulter. On a une série de modèles mathématiques à visée pédagogique qui sont faits en carton, en bois, ou en ficelle, ou en métal, ou en papier mâché, ou en ce que vous voulez. On en a 600. Ils ne sont pas tous montrables, mais on en a quelques centaines. On doit avoir quelque chose comme 200 qui sont visibles dans la bibliothèque. On a des visites régulières de cette bibliothèque, et en particulier des gens intéressés par l'histoire des arts, entre autres parce que la bibliothèque a été l'une des sources d'inspiration du célèbre photographe Man Ray, photographe, qu'est-ce qu'on va dire, américain, d'origine hongroise, basé en France une partie de sa vie, et qui venait avec ses copains surréalistes pour trouver l'inspiration dans les formes des formules mathématiques. On a de plus en plus de demandes de visite de ces objets-là. Donc cette bibliothèque, c'est un service particulier au sein de l'Institut qui est ouvert à absolument tout le monde. N'importe qui peut entrer à l'Institut Poincaré, s'inscrire sur le registre et puis visiter la collection. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les bibliothèques et pourquoi c'est si important pour un scientifique, pour un mathématicien en particulier, mais pour un scientifique en général? Ça a été très bien dit dans les interventions précédentes. Si on regarde la liste des 7 ingrédients, j'aime bien dire qu'il y a 7 ingrédients pour favoriser la création des idées: documentation, motivation, les échanges, l'environnement, la persévérance alliée à la chance, les contraintes, et puis le mélange d'inspiration et de travail méthodique, qui correspond à ce qu'on a plus souvent appelé la sueur et l'éclair, mais c'est juste un des ingrédients parmi d'autres. La bibliothèque, ça joue au moins sur trois de ces ingrédients: la documentation évidemment, mais aussi les questions de motivation, les questions d'environnement. On va en parler un petit peu. Le plus évidemment, c'est le rôle de motivation. C'est le rôle historique. C'est pour ça que la bibliothèque, c'était un des outils fondamentaux d'avancée des sciences sur les quelques millénaires qui ont précédé. Quand on parle évidemment dans l'Antiquité, on ne parle pas en termes de laboratoire de recherche, bien sûr. On parle souvent des grandes bibliothèques. La bibliothèque d'Alexandrie, la façon dont elle était préservée comme un trésor, attaquée, réattaquée, parfois au gré de telle ou telle attaque ou guerre religieuse, elle se trouvait malmenée, et ainsi de suite. Comment certains ouvrages ont réussi à être préservés. Elles ont joué un rôle fondamental dans la transmission du savoir. Il y a des ouvrages qui ont été redécouverts à la Renaissance, qui avaient été préservés depuis les grandes bibliothèques de l'Antiquité, sans lesquels on aurait mis beaucoup plus de temps à se réveiller dans tel ou tel domaine scientifique. Encore actuellement, ça joue un rôle de documentation, évidemment, par l'accumulation en un même lieu de différentes sources. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est fondamental pour la préparation des cours ou des exposés. Petite anecdote qui se passait un jour quand j'étais à l'ENS Lyon. En 2001, on fêtait le centenaire de la mesure de Lebesgue. La mesure de Lebesgue, c'est le principal outil qui permet de calculer les volumes en mathématiques.
1901, c'est la première note au compte rendu de l'Académie des sciences par Henri Lebègue. Et en 2001, on fêtait le centenaire et il y avait un certain nombre d'exposés pour la mise en perspective de cette mesure de Lebègue. Parmi les invités, Gérard Benarous, qui à l'époque était le directeur du laboratoire de mathématiques à l'ES Ulm, qui maintenant est numéro 2 de la New York University, et qui était invité en tant que, pour donner un regard sur certaines mesures importantes en probabilité contemporaine. Et il avait pris la chose un peu à la légère en pensant qu'il allait faire un exposé devant des élèves de première, deuxième année à l'ENS, pas tellement aguerris. Et quand il arrive ici, il découvre qu'on avait fait les choses bien et qu'il y avait un paquet de grands mathématiciens qui étaient invités. Et il découvre, waouh, il y a tel, il y a un tel, il y a machin. Et il se rend compte qu'il a besoin de préparer son cours et de le renforcer un peu mieux que ce qu'il avait prévu. Et qu'est-ce qu'il dit? Où est la bibliothèque? Et c'était vite précipité sur la bibliothèque, on n'a plus revu jusqu'à l'ouverture de la conférence. C'était l'endroit qu'il lui fallait, c'est l'endroit, disons, qui lui donnait le plus de chances d'arriver dans le temps, dans la 3/4 d'heure qui lui restait avant le début de la conférence pour arriver à faire quelque chose de potable. Bibliothèque, évidemment, c'est intéressant parce que vous avez la possibilité de consulter beaucoup d'ouvrages directement, et puis la possibilité d'avoir sur un sujet donné des ouvrages auxquels vous ne pensiez pas forcément. On va revenir à ça tout à l'heure. Quelques exemples parmi les exemples associés à des aventures de recherche qui me viennent en tête, qui sont les bibliothèques. Un autre que je mentionne dans mon ouvrage Terrain vivant, un article d'un nommé Bacchus que j'ai découvert dans la bibliothèque de l'IAS à Princeton. C'était un vieil article, 1960, ou dans les catalogues, dans les références, une première édition du Journal of Mathematical Physics, et je découvre que dans cet article, il y a un paquet de questions qui sont posées qui correspondent très bien aux préoccupations que j'avais à ce moment-là. C'est le rôle de la documentation de vous indiquer ce qui se fait de manière contemporaine, mais aussi ce qui s'est fait il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et en mathématiques, les choses restent vraies pour toujours, il n'y a pas de faute dans la démonstration, restent pertinentes souvent pour très longtemps, ça peut être extrêmement important. Les bibliothèques de nos jours sont évidemment souvent virtuelles, c'est vrai dans les services informatiques des bibliothèques. C'est vrai aussi dans les bibliothèques et encyclopédies qu'on consulte tous les jours, mathématiciens ou pas, comme Wikipédia. Et ça a révolutionné le rapport qu'on a avec les bibliothèques. Un exemple que j'aime bien mentionner, c'est le jour où je ne pouvais plus avoir en tête la formule. Les mathématiciens dans la salle la recadreront peut-être. Formule qui vous donne les dérivées successives d'une fonction composée. Alors n, composé f avec une fonction f avec une fonction g, vous regardez la dérivée à l'ordre f. Et une fonction compliquée, on l'appelle, elle a un certain nom, et puis j'avais besoin de cette formule, je ne savais même plus quel nom elle avait, je savais même pas, j'avais vague souvenir que 15 ans avant, j'avais vu dans un cours un truc qui devait ressembler à ça. Vous n'avez pas la formule, vous n'avez pas le nom, mais vous savez que c'est genre la dérivée des fonctions composées à l'ordre quelconque. Bon, avec cette info-là, il vous suffit quelques secondes pour retrouver tout, si vous vous débrouillez bien. Vous aurez le nom, la formule, quand est-ce qu'elle a été faite, sous quelles conditions elle s'applique, et ainsi de suite. Ça, c'est une révolution par rapport aux habitudes de travail. C'est pas simplement faire les choses plus vite, c'est pouvoir retrouver avec instantanément et avec juste quelques vagues idées de mots-clés, combinant Google et Wikipédia. Pour autant, ça a très bien été dit dans les contributions précédentes, c'est pas parce que les bibliothèques électroniques, les bases de données font merveille aujourd'hui que les bibliothèques en tant qu'objets physiques sont obsolètes. La bibliothèque, c'est important aussi bien en tant que rôle inspirant qu'en tant que documentation, et ça fait partie des... Quand vous êtes en visite quelque part, dans un contexte culturel, ça fait toujours partie des visites qui sont extrêmement marquantes ou inspirantes. À Berkeley, l'un de mes souvenirs les plus marquants, c'est la bibliothèque de musique. Un grand département de musicologie, gigantesque
fil de partition, une banque de sons et de disques et tout ce qu'on veut, extrêmement marquant. À Kyoto, le musée du manga, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà visité ça. Oui, vous aimez bien les mangas ici à la bibliothèque, on le voit dans la petite exposition qui est là. À Kyoto, il y a ce musée du manga qui est comme une gigantesque bibliothèque uniquement manga, ça se visite, ça vaut des tours. Et puis, aussi, c'est l'environnement de travail. La concentration, c'est une valeur de plus en plus importante et de plus en plus recherchée. À un moment où il y a des gens qui vont bientôt payer pour pouvoir être déconnectés de leur téléphone portable, être dans un environnement où on n'a pas le droit au bruit, on n'a pas le droit à quelque chose qui sonne et où on est censé rester concentré, c'est extrêmement important. Et puis, il y a tout le pouvoir inspirant que peuvent avoir les travaux des mathématiciens précédents, des précurseurs. Rien que les voir autour de vous, ça peut vous aider, ça vous encourage. Vous voyez tout ce qui a été fait avant vous dans tel domaine, puis vous contribuez à l'édifice, ça matérialise en quelque sorte l'édifice considérable dont on parlait, qui est l'ensemble de la science. Et c'est pour ça qu'il y a ce rôle de musée que représente certaines bibliothèques. Parfois, on va plus loin dans ce rôle-là et on transforme une bibliothèque en espace d'exposition. On le fait régulièrement à l'Institut Poincaré. Je l'ai vu à la bibliothèque de Paris 6, on le voit dans beaucoup de bibliothèques, même si ce n'est pas idéal, évidemment, en tout cas pas au contact des lecteurs, parce qu'une bibliothèque, c'est un peu l'endroit où vous recherchez le calme, et une exposition, c'est un endroit dans lequel vous devez avoir la possibilité de discuter de ce que vous voyez, de le commenter, et ainsi de suite. Mais du point de vue esthétique, c'est impeccable. Voir le musée qui vous parle, l'exposition qui vous présente quelque chose, juste à côté des livres qui sont la marque visible et tangible du résultat des scientifiques, c'est parfait. Alors, vous l'avez dit, il y a une revendication de tout le monde pour l'extension des horaires des bibliothèques en ce moment. On le voit aussi à l'Institut Poincaré, on a des débats là-dessus, tout ça, mais c'est très net et c'est un signe clair qui veut dire que les bibliothèques restent populaires en tant qu'endroit. Je vous parlais tout à l'heure de la bibliothèque du CIRM, ça m'est arrivé d'y squatter jusqu'à 3h, 4h du matin. Ce sont des endroits dans lesquels vous pouvez trouver c'est idéal pour travailler. C'est beaucoup plus accueillant que chez vous, la bibliothèque. Il y a tous les ouvrages avec vous, c'est beaucoup mieux. À Academia Sinica, je me souviens dans le temps où j'avais été en visite là-bas, ils avaient une bibliothèque qui était ouverte 24h sur 24. Et ça faisait partie des endroits où vous pouviez, un moment d'insomnie, descendre des logements des chercheurs invités directement à la bibliothèque. Je suis rentré là en me disant il faut qu'on ait une bibliothèque ouverte 24h sur 24 aussi à l'UNESCO. Bon, il y avait des complications, je disais que ce n'était pas possible. Rôle de création, l'autre chose de la bibliothèque, évidemment, ce n'est pas juste inspirant juste par impression, c'est aussi parce qu'il y a cette fameuse fonction de sérendipité. Vous trouvez quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Ça marche aussi sur Internet, bien sûr. Vous suivez un lien que vous voyez apparaître et vous tombez sur un truc que vous n'avez pas prévu. Et ça marche aussi de manière physique. Ce n'est pas les mêmes découvertes sérendipitiques que vous faites en suivant un lien sur Internet ou en regardant un ouvrage juste à côté. Vous préparez un cours et vous empruntez un bouquin pour préparer votre cours. Le bouquin juste à côté, si ça se trouve, il contient un exposé intéressant. Ça, je l'ai vu plein de fois. Des fois, il y a un ouvrage qui attire votre regard, et puis, le truc est intéressant. C'est comme ça que j'ai découvert Robert Wolfart, un célèbre article d'Almgren sur la théorie géométrique de la mesure. L'article a ça d'imposant qu'il est... L'article en lui-même fait peut-être 600 pages de long, ça a été presque l'œuvre de la vie d'Almgren, en tout cas il est revenu dessus sur plus d'une décennie, et vous voyez cet ouvrage-là, au fond, vous ne pouvez pas ne pas le consulter. Vous trouvez le truc, vous dites, qu'est-ce que c'est ça, c'est extraordinaire. Parmi les découvertes, les petites pépites que j'ai pu trouver dans la bibliothèque, à l'UNESCO, un vieil article de Fourier sur l'âge de la Terre, c'est dans les œuvres complètes de Fourier, j'étais là à feuilleter, rapport avec l'équation de la chaleur, et paf, je découvre que contrairement à ce que je croyais, Fourier est le premier à avoir essayé de mettre en équation l'âge de la Terre, en équation mathématique, à partir des équations du refroidissement. Quand vous regardez les ouvrages habituels
qui vous parlent de ça, ils attribuent tout ça à Kelvin, qui a repris les calculs de Fourier, mais d'habitude on oublie de dire que c'est Fourier qui a commencé. Très intéressant de voir comment Fourier a fait le traitement justement. Plus tard à Berkeley, en consultant un ouvrage sur la théorie cinétique des gaz, comme ça, je feuillette, et hop, je découvre que sur le même problème, Kelvin avait utilisé cette équation de Fourier pour calculer l'âge de la Terre, avec l'idée qu'il allait comme ça réfuter la théorie de l'évolution des espèces. Parce que s'il allait montrer que la Terre était suffisamment jeune, ça mettrait par terre la théorie de l'évolution des espèces. Ça paraît incroyable qu'un scientifique de si haut niveau croit sincèrement qu'en utilisant l'équation de la chaleur, il va réussir à prouver la création. Mais c'était pourtant comme ça. Et puis dans le même bibliothèque à Berkeley, le truc complètement improbable, c'est là que j'ai découvert que Marx avait écrit un ouvrage de mathématiques. Là, c'est le typique découverte de bibliothèque. Vous êtes là en train de regarder le rayon, si on dirait équation différentielle, parce que vous préparez votre cours, tac, 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 vous regardez les titres des ouvrages, Marx, calcul différentiel, vous dites quoi, c'est un homonyme? Non, c'était bien Karl Marx, et on voit que c'était important pour lui de maîtriser les infiniment petits, le calcul différentiel, calcul infinitésimal, calcul intégral et tout ça. Et puis là, d'un coup, vous vous posez plein de questions, c'est intéressant historiquement, et sur le plan scientifique aussi. Dans un tout autre registre, bibliothèque littéraire à l'ENS Ulm, je ne sais plus quoi, oui, je cherchais une certaine édition de Moby Dick, et je tombe sur une exégèse de Moby Dick, un ouvrage complètement barré qui analyse Moby Dick avec les occurrences de nombres, où on découvre que, en fonction du contenu numérologique de telle ou telle chose, c'était je ne vais pas dire le nom de l'enseignante universitaire parisienne qui travaillait là-dessus, qui analysait le message de Moby Dick en comptant le nombre de lettres dans le titre, le nombre de lettres dans les pages, en trouvant des significations particulières à des nombres comme 1, 18, 81, 27, 38, 17, et toutes sortes, des tas de nombres qui avaient plein de significations et qui étaient plein d'étudiants en thèse sur ces sujets. Pourquoi c'était intéressant? J'en ai fait une analyse de l'ouvrage sur le mode satirique que j'ai publié dans le journal des élèves à l'ENS. C'était un très grand succès. Les gens ont cru que c'était un canular, et ça permettait d'attaquer gentiment les délires d'interprétation scientifique sur la critique littéraire. Et c'était clairement une petite rencontre de bibliothèque. Voilà ça, c'est quelques exemples, dont certains sont anecdotiques, mais les exemples, il y en a plein comme ça. La bibliothèque, c'est un endroit où vous trouvez ce que vous n'attendiez pas forcément, et ce n'est pas les mêmes choses que vous trouvez dans une bibliothèque physique, mais les choses que vous trouvez dans une bibliothèque virtuelle. Pour les mathématiciens, pourquoi les bibliothèques sont si importantes, plus que pour d'autres scientifiques, certainement? Premièrement, et c'est clair, il y a la question de la pérennité des contenus. En mathématiques, un texte, parfois, il est toujours valable 150 ans après qu'il a été écrit. Cette année, je faisais mon cours sur la déformation des géométries, et dans le grand ouvrage qui fait encore référence à Spivak sur l'introduction des géométries non euclidiennes, il y a tout un chapitre qui est consacré à l'analyse, la reproduction et l'analyse de l'article fondateur de Gauss en 1827 où on définit la notion de courbure, et de l'article de Riemann, son élève, qui 27 ans plus tard redéfinit la notion de courbure sous un autre point de vue. Et évidemment, il ne viendrait pas à l'esprit, par exemple, d'un biologiste de lire un traité de 1854 sur la biologie. Tout ce qui était connu à l'époque a été renversé depuis. Et puis aussi, évidemment aussi, le fait que, pour les mathématiciens, la concentration et le travail interne est plus important encore que dans le reste. On ne fait pas appel à des expériences, évidemment. Tout le travail est à faire en interne. Des fois, vous avez un travail de dialogue avec l'ordinateur sur l'interprétation de tel ou tel résultat numérique, mais le moment de concentration, il n'a simplement pas de prix.
Et puis, quand il faut mettre sur pied votre construction délicate avec une centaine de pages de démonstrations qui se renvoient les unes aux autres, vous avez besoin de beaucoup de temps passé à réfléchir en continu. Il y a un dernier aspect bibliothèque qui est important pour les mathématiciens. Évidemment, c'est les budgets, évidemment, c'est la question des questions scientifiques. Vous n'avez pas tellement parlé, je crois, de la bibliothèque fonction négociation et dialogue avec l'industrie de l'édition scientifique. Mais c'est l'une des fonctions qui font que les bibliothèques ont un rôle extrêmement important aujourd'hui dans la politique scientifique nationale. Des outils comme le Réseau national de bibliothèques mathématiques, actuellement, le RNBM, sont importants pour les questions de partage, de conservation, des choses comme ça. Comment être sûr que dans 100 ans, les revues, pour beaucoup électroniques, elles sont encore disponibles, mais aussi pour les négociations avec les éditeurs scientifiques, dans un contexte où le budget d'édition, les budgets augmentent sans arrêt. Et comme on sait bien, il y a un paradoxe, parce que les coûts diminuent, mais les prix augmentent, les coûts de production des éditions diminuent, mais les coûts qui nous sont demandés augmentent régulièrement. Les éditeurs disent que c'est parce que le volume des publications augmente, mais on a parfois du mal à les croire, et puis on voit des chiffres extraordinaires, parce que chaque augmente, non. Et puis on voit des chiffres extraordinaires sur les marges de profit dégagées par les grands éditeurs scientifiques, des trucs qui font rêver ou cauchemarder, selon de quel côté vous vous placez. Et puis on voit que c'est devenu une complexité phénoménale. Le problème du service de la documentation. Vous avez les packages, vous avez les achats qui se font sous certaines règles en avance, les négociations, les consortia qui négocient, les représentants du CNRS, Couperin et autres. Ça fait partie, de mon point de vue, en tout cas en tant que directeur d'institution, c'est clairement la partie la plus technique de tout le budget que j'ai à gérer, sur lequel il y a des décisions à prendre. Et c'est la partie sur laquelle il y a des plus fortes tensions, des menaces de boycott généralisé de tel ou tel institut. On les a vues il y a quelques années, on les voit encore, les moments où les bibliothèques universitaires décident d'arrêter net les abonnements à tel ou tel éditeur. Donc la bibliothèque, c'est devenu quelque part un endroit qui est en première ligne sur les questions budgétaires. Et un endroit dans lequel les discussions sont devenues les plus techniques. On avait l'habitude que les discussions techniques étaient réservées au laboratoire et peut-être aux questions de grands ensembles universitaires. Là, maintenant, au niveau bibliothèque, il y a une vraie discussion technique extrêmement forte. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bibliothèque vue du point de vue d'un utilisateur. Évidemment, l'architecture en relation avec les questions d'urbanisme est très fortement en interaction avec les besoins exprimés par les utilisateurs. C'était très bien présenté dans le précédent exposé. Et la façon dont vous vous sentez bien, dont c'est important pour vous, la bibliothèque, ça va dépendre aussi en bonne partie de la façon dont elle est agencée, virtuellement et physiquement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je pense que beaucoup de questions vont surgir dans la salle. Est-ce que je peux me permettre de poser la première? Vous avez très rapidement dit que vous aviez commencé à travailler avant la révolution numérique. Qu'est-ce que ça a changé pour vous dans vos relations à la bibliothèque ou à votre façon de travailler? Première notion évidente, c'est la facilité à engranger, gérer de très grandes bases de données. Par exemple, j'ai écrit un ouvrage dans les années 2005-2008, un ouvrage de référence sur un certain sujet, ça s'appelle le transport optimal. L'ouvrage fait 1 000 pages, il y a peut-être 600-700 références, quelque chose comme ça, une biographie. Ça aurait été un travail phénoménal de gérer ça à l'ancienne, en mode papier, en devant à chaque fois
récupérer le truc, demander un prêt si l'ouvrage n'est pas là, et ainsi de suite. Le fait que ce soit informatisé et l'accessibilité. Vous pouvez gérer 50 références dans une journée sans problème de nos jours. Quand c'est bien fait, on a des bases de données très bien faites en mathématiques. En particulier, il y a cet outil MathSciNet géré par l'American Mathematical Society qui fait référence, dans lequel on trouve tous les articles, tous les articles qui comptent. Il y a un homologue européen qui s'appelle Centralblatt, qui est clairement qui n'est pas aussi, qui ne s'est pas imposé autant que les MathSciNet, mais ce genre d'outil est très bien fait. On a un volume bibliographique moins important que d'autres disciplines, de sorte que ça reste possible d'avoir des bases de données exhaustives, et on peut faire des recherches à la fois vers l'avant et vers l'arrière, pour trouver quels sont les articles qui citent cet article-ci, pour faire le lien. On a même un système de revue fait par les pairs. Chaque article a sa petite review, qui peut soit être un extrait de l'abstract, du résumé, soit un commentaire fait par un autre mathématicien. J'ai fait ça pendant des années. On m'a envoyé des articles et je les résumais pour que d'autres mathématiciens consultant la donnée puissent savoir ce qu'il y a d'important dans cet article. Donc ça, c'est une augmentation de facilité considérable et une valeur ajoutée en même temps. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre comme changement? On n'a pas complètement perdu le côté amusant de l'archéologue qui part à la recherche du vieil article écrit dans une revue russe obscure, des choses comme ça. Dans les années 90, des fois c'était encore ça. Vous retrouviez face à... Ça pouvait être un petit travail détective pour retrouver la référence. Ça reste encore de temps en temps la même chose. Il faut savoir retrouver la base de données, faire appel à tel ou tel copain. Dans certains cas, faire appel à des traducteurs automatiques, évidemment. On a cette force en plus. Quand vous tombez sur un article à l'ancienne et puis en allemand et que vous ne maîtrisez pas l'allemand, vous pouvez utiliser des traducteurs automatiques pour le mettre dans un langage que vous comprenez. Ce sont peut-être les modifications les plus importantes. Et puis, quelque part, la bibliothèque changeant de fonction, vous l'avez bien dit, avant c'était priorité à un instrument de documentation, et puis à l'occasion on y allait pour travailler, maintenant c'est en priorité à un lieu de travail, un lieu physique, et puis la possibilité, la commodité d'avoir de nombreuses références sous les yeux, parce qu'il y a des ouvrages qui sont là. Mais l'article, c'est plus comme avant, l'endroit où on va chercher pour trouver une référence précise. Vous allez moins en bibliothèque maintenant? Oui, c'est clair. C'est clair, on y va, c'est clair, j'y vais encore régulièrement, hein, presque... Quand j'ai mes cours, hein, presque à chaque fois, il y a un passage à la bibliothèque avant la préparation des cours. Mais quand même, c'est moins. Et quand on y va à la bibliothèque, c'est pour plus longtemps. À l'époque, c'était juste vous y allez, vous trouvez l'article, vous photocopiez, vous repartez. Maintenant, quand vous y allez, c'est pour rester un peu de temps, feuilleter, voir tel truc. Vous avez la parole. Je suis en orange, alors on me connaît. J'ai un peu peur de poser la question dans un endroit où les gens doivent comprendre la physique quantique. Que je me suis penché sur... Personne ne comprend la physique quantique, allez-y. Je me suis dit ce week-end en regardant une vidéo sur le site de l'Institut universitaire français de Serge Haroche qui explique de manière assez simplifiée les concepts de la mécanique quantique, et il dit il y a un moment, il y a une inégalité, on ne peut pas savoir une information où est-ce qu'elle est, et sa vitesse en euros en même temps. Et je trouve que la bibliothèque a cette force, c'est-à-dire de figer en un lieu précis une information qui peut rester immobile. Ouais, c'est pas mal. Je suis pas sûr que la référence à la physique quantique soit si éclairante, mais il est certain que la bibliothèque, d'abord, ça... Qu'est-ce qu'on va dire
dans la doctrine, dans la construction de la science, au fur et à mesure, on accumule, et rien ne s'oublie quelque part. La démarche reste intéressante. Chaque fois qu'on découvre quelque chose de nouveau, ça vient modifier un peu ce qui a été fait avant, mais si ce qui a été fait avant a été bien pensé, ça ne devient pas faux, ça devient juste partie d'une théorie plus grande. C'est pas qu'on travaille avec un volume d'information constant, le volume d'information, lui, augmente, et il augmente exponentiellement vite. La bibliothèque, c'est effectivement quelque chose qui apporte stabilité dans cet océan, dans cette croissance exponentielle. Alors, il y a évidemment, la bibliothèque souffre aussi de ce que, en même temps qu'il y a une croissance exponentielle des connaissances, il y a une croissance exponentielle des publications, et les publications augmentent bien plus vite qu'on ne le voudrait. Parce que les publications sont aussi utilisées comme moyen de promotion, il y a une prime. On a publié beaucoup ensemble. Et il y a toutes sortes de techniques pour publier beaucoup, parfois qui sont utilisées et qui ne simplifient pas la vie des lecteurs, ce serait plutôt le contraire. Et on se retrouve avec, ça dépend des domaines, ça dépend des sous-domaines, mais parfois beaucoup d'articles où un petit nombre suffirait. C'est l'une des raisons qui font que les textes sont sous tension aussi, là, pour comment accroître les capacités physiques et virtuelles, et ainsi de suite. Il y a une blague qui circule chez les physiciens, qui justement, en rapport avec la relativité, qui dit que la vitesse augmente tellement vite, elle augmente à tel rythme la vitesse de publication des ouvrages et de stockage, qu'on a calculé qu'en l'an 2100, les rayons se rempliront dans la bibliothèque plus vite que la vitesse de la lumière, et que pourtant il n'y a pas de contradiction avec la physique, parce qu'ils ne contiendront aucune information. Et non, voilà, c'est la blague. Parce que pour se moquer du fait que le volume augmente plus vite que le contenu, et que souvent des articles qu'on écrit ne contiennent pas grand-chose, là où auparavant on aurait dit qu'il fallait attendre avant de publier. Cas extrême dans le passé, on en connaît, hein. Newton a attendu 20 ans avant de publier la loi de la gravitation universelle. Vous imaginez le truc. Il n'y avait pas la ERES, c'est ça? ERES, oui. C'est bien. Parce que je fais partie de la Enfin, je suis aussi professeur ici à Lyon. Non, moi, je voulais vous poser une question par rapport à l'avenir. Alors, je vais peut-être être un peu provocateur, d'ailleurs. On vient de montrer qu'il y avait une grosse évolution dans les 20 dernières années. Là, on est en train de fêter le 50e anniversaire. Qu'est-ce qui va arriver dans 20 ans? Et je me replace sur le plan architectural, c'est-à-dire, est-ce qu'on aura encore besoin d'une bibliothèque comme celle-ci? Alors, vous n'avez peut-être pas la réponse, mais vous avez peut-être des idées là-dessus. On pourrait d'ailleurs imaginer deux choses. D'abord, que la bibliothèque soit finalement de plus en plus décentralisée. Les mathématiciens, on le savait déjà, ont besoin de leur bibliothèque. Si c'est la bibliothèque est surtout un lieu de travail, dans le fond, pourquoi ne pas mettre des lieux de travail dans chacun des départements? Ça serait plus simple et plus accessible pour les étudiants. La fonction même de la bibliothèque, d'ailleurs le terme de bibliothèque, est-ce qu'il est toujours adéquat? Parce que dans le fond, on a finalement assez peu parlé des livres. Alors, il y a encore quelques bibliothèques de livres, si j'ose dire, mais elles ne sont pas que des bibliothèques de livres. On a parlé aussi de l'espace chercheur qui existait autrefois dans cette même bibliothèque. Ça n'existe plus, ça n'a plus besoin d'exister, puisque, en gros, les chercheurs ne viennent plus travailler à la bibliothèque. Ils travaillent dans leur laboratoire, ils ont accès par Internet, justement, aux différentes revues. Donc, voilà, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que, finalement, on décentralise complètement la bibliothèque? Alors, il y a un autre modèle possible. Et je suis étonné que, enfin, en particulier Cédric, n'ait pas évoqué ce modèle-là, qui est le modèle de l'EPFL, donc l'école de
de Lausanne, le Rolex Learning Center. Rolex Learning Center. Je pourrais même aller au-delà en disant, mais ça s'adresse plutôt à Isabelle finalement. La BU a 50 ans, mais elle n'a pas encore son Rolex. Enfin bon, voilà, le Learning Center, c'est un lieu qui contient une bibliothèque, la bibliothèque de l'EPFL à Lausanne, mais qui est aussi un lieu de vie avec tous les aspects de la vie culturelle, de la vie sociale, il y a des restaurants, il y a des lieux pour se détendre, enfin il y a tout. Alors, bon, c'est à la hauteur des financements que peut fournir la société qui a permis la construction de ce bâtiment, mais en tout cas, c'est peut-être aussi une forme, alors qui est, cette fois-ci est à la fois centralisée, puisque la bibliothèque est en un seul lieu, mais elle est environnée de tout un tas d'autres possibilités pour les étudiants, pour les chercheurs, et c'est donc un lieu de vie en soi. Voilà, donc comment voyez-vous la bibliothèque dans 20 ans, 30 ans, 50 ans? Je vais faire un petit commentaire avant de laisser la parole à mes collègues. Effectivement, le Learning Center de l'EPFL, alors il faudra trouver un autre nom que Learning Center, parce que c'est le truc est moche, mais effectivement, c'est un tout intégré, disons, où on poursuit la logique bibliothèque de vie jusqu'au maximum. Il y a aussi, en plus de ces fonctions qui évoquaient de documentation, de restauration, d'espace de travail, il y a aussi la fonction musée. On trouve à Lausanne, il y a ces vitrines sur lesquelles on voit tel ou tel ouvrage ancien, quelques explications, et ainsi de suite. J'ai en tête que quand on pourra s'agrandir à l'Institut Poincaré, on évoluera aussi vers ça. C'est quelque chose qui peut être inspirant pour des visiteurs, parce que de plus en plus dans les universités, il faut penser aux visiteurs non universitaires. Et puis, quelque chose qui montre qu'on s'inscrit dans une tradition, et puis quelque chose qui peut servir de support à un exposé, à une réflexion, à qui sait quoi. En plus, ce Learning Center, il est un peu à côté, voilà, il est ondulant, on est sur des collines et tout ça. Ça a été fait pour donner l'impression de quelque chose qui est organique, quasiment naturel, et puis un peu futuriste, mouvant. Donc c'est certainement un modèle intéressant. On peut parier qu'il y en a d'autres qui vont se faire un peu sur ce même genre. Alors peut-être pas Rolex, mais il faudra voir quels seront les modèles. Pas de commentaires à faire, si ce n'est qu'effectivement c'est un modèle, c'est une tendance à suivre, à observer, je veux dire, voir comment ça évolue. Oui, alors moi j'ai, comme tout le monde, visité le Rolex Center et je ne suis pas aussi ébloui que vous. C'est-à-dire que globalement, le Rolex Center, ok, il y a un restaurant haut de gamme, il y a un restaurant un peu plus moyenne gamme, ensuite il y a une agence bancaire et puis une salle de spectacle payée par Rolex. C'est pas si différent de certains sites universitaires français dans lesquels on a un restaurant de direction ou des choses comme ça. On est nous intervenus dans une université de la région où on a fait un restaurant de direction, par exemple. Ça a un côté moins médiatique, ça a un côté plus comme ça, on s'en vante moins, on le met moins en vitrine, mais ça existe aussi. Donc je crois que c'est effectivement ce modèle d'intégration, dans le développement de l'université, ça peut être quelque chose d'intéressant que d'agglomérer autour, appelons ça bibliothèque, médiathèque. C'est vrai que le mot aujourd'hui, en lecture publique, maintenant on parle de médiathèque par exemple, plus de bibliothèque. Et peu importe le nom, c'est vrai que l'agglomération comme ça de fonctions autour d'un objet qui permet aux gens d'avoir un certain nombre de services en plus, c'est pas inintéressant. Et je pense qu'il y a déjà des projets dans ce sens-là. Je sais pas, on parlait de Saclay à une époque, on parlait d'un certain nombre de choses où effectivement ça devient des modèles. Après, le projet de Sana à Lausanne est effectivement porteur comme ça de sens en termes architecturaux, puisque leur proposition était complètement innovante par rapport à une manière de penser les mètres carrés, par rapport à une manière de penser l'espace. Enfin, il y a tout l'apport japonais, je dirais, et cette philosophie qui consiste grosso modo à dire que plutôt que de mettre des cloisons, on met de l'espace. C'est-à-dire que l'acoustique là-bas est gérée par la mise à distance des différents espaces, qui donne cette générosité d'espace.
en plus modulé par effectivement la topographie des lieux, et ça devient carrément magique. Et c'est vrai que du coup, il y a des espaces pour pouvoir dormir sur des poufs, et voilà, ça agrémente aussi ce concept-là. Mais je ne pense pas qu'on soit si loin que ça des projets actuels universitaires ou français. C'est un modèle qui est en cours d'adaptation. Il y a plusieurs projets, Mulhouse ou Lille, que sais-je, qui sont en voie de réalisation, tout au moins de conception. Et donc c'est évidemment une proposition qui a beaucoup intéressé les bibliothécaires français et les présidents d'université, les équipes présidentielles qui ont pu visiter cet endroit. Une des particularités des Learning Centers, c'est une articulation entre la documentation et la formation. Il y a des salles de cours dans ces Learning Centers, il y a ces espaces où les enseignants reçoivent leur thésard, enfin, toutes choses qui induisent un rapport à la documentation dans la pédagogie, un rapport natif dans les pays anglo-saxons et beaucoup plus ténu en France. Donc je pense que, évidemment, je ne fais que répéter les analyses, les discussions que j'ai eues avec des collègues, mais ce modèle de Learning Center aura d'autant plus de chances de s'adapter en France que les méthodes pédagogiques françaises vont évoluer vers davantage de recours à la documentation, ce qui est aujourd'hui pas tout à fait le cas. C'est cette fameuse pédagogie inversée qu'on a pu évoquer. Et ici, bien sûr, le relais expérimentateur serait le merveilleux Learning Center. Alors, Cédric Villani doit nous quitter impérativement à 17h30, donc on a le temps encore pour peut-être deux, trois questions. Juste une dernière question. À quel moment avez-vous commencé à vraiment fréquenter les bibliothèques lorsque vous étiez chercheur, ou que vous faisiez votre thèse, ou les premières années après le bac? Non, pour moi c'était une fréquentation vraie, régulière, c'était au moment de la thèse. Un peu avant, préparation à délégation. D'être souvent fou à la bibliothèque en train de regarder tel livre pour préparer tel développement et ainsi de suite. J'y étais relativement peu par ailleurs pour à l'époque ça s'appelait licence, maîtrise, je n'étais guère. J'aurais souhaité savoir ce que vous attendiez des personnels de bibliothèque, parce qu'on a pu parler des bâtiments, on a pu parler des collections, mais c'est intéressant de savoir ce que viennent chercher les étudiants en termes d'accompagnement, par exemple, ou bien, voilà. Qu'est-ce que, pour votre part, qu'est-ce que vous attendiez en tant qu'étudiant, en tant que doctorant et autres, du personnel? Est-ce que c'est simplement l'acheminement d'ouvrages, d'être guidé dans les rayons pour retrouver des ouvrages ou des articles? Du point de vue de l'étudiant, c'est le plus important. Alors évidemment, il y a plein de choses qui sont invisibles quand vous êtes étudiant. Les questions de conservation des ouvrages, il y a les questions d'organisation du circuit, des acquisitions de collections ici et là, les abonnements bien sûr, il y a plein de choses qui vous sont invisibles. Mais en tout cas, quand j'étais étudiant, c'était que la fonction numéro 1, pouvoir avoir l'article dont j'ai besoin en un minimum de temps et une aide pour le localiser. Le simple fait de savoir qu'on va s'occuper de vous rapidement est important, ne serait-ce que psychologiquement. Je disais à Princeton, je lisais ça aussi dans mon bouquin, j'avais été marqué, vous entrez dans la bibliothèque et hop, il y a quelqu'un qui se jette sur vous en disant est-ce que je peux vous aider, qu'est-ce que vous voulez, dites-moi, ceci, cela, voilà comment c'est rangé. Alors il y a un truc dont on n'a pas parlé parce qu'il n'y a pas de, j'ai pas parlé parce qu'il n'y a pas de religion là-dessus, mais une bibliothèque à une autre, selon qu'il y a une méthode de rangement ou une autre, ça peut être très différent. Hein, il y a une bibliothèque dans laquelle c'est un classement entièrement alphabétique des ouvrages, d'autres dans lesquels on commence par faire un tri selon telle ou telle nomenclature et ensuite on refait un tri alphabétique à l'intérieur de ces thèmes. Et ça dépend de la taille de la bibliothèque aussi. La bibliothèque, évidemment, le classement alphabétique vous permet de retrouver beaucoup plus facilement un ouvrage, mais le classement par thématique
vous permet de trouver des choses que vous n'attendiez pas de manière plus importante. C'est bien qu'il y ait des bibliothèques de deux types, je crois. Je crois qu'il faut laisser partir Cédric Villani. On a encore 5 minutes là. Ah, on a encore 5 minutes. Donc encore une ou deux questions rapides. Oui, moi je suis juste comme tout le monde, bien sûr, le numérique, Google, mais question peut-être un peu banale, mais quel est le degré de fiabilité que vous faisiez allusion à des bases de données qui gèrent des stocks de données bibliographiques, quel est le degré de fiabilité? Bon, j'ai l'impression que Wikipédia fait des progrès, il me semble, d'une certaine façon. Quel est le degré de fiabilité, notamment pour des sujets à controverse, certains sujets historiques, certains sujets politiques? Y a-t-il une modération? Quel est le degré de liberté également du lecteur de ce genre de voilà, là on dépasse notre sujet. Wikipédia est modéré et je suis assez admiratif du travail qui est effectué. Hein. Évidemment, il ne faut pas croire tout ce qu'on dit sur Wikipédia, mais très souvent on a des informations dont une partie est fiable, et même sur les endroits où c'est pas fiable, on a au moins des indications de où sont les points importants et où sont ceux qui demandent des examens plus approfondis. Il faut toujours ensuite faire des corrélations avec d'autres sources. Il faut distinguer la fonction Wikipédia, si vous êtes scientifique, il faut distinguer la fonction que vous pouvez donner aux outils généralistes comme Google et Wikipédia pour localiser un sujet, une personne, un truc, et puis la fonction précise des articles de recherche, où là vous avez des informations qui, s'ils sont dans des revues à comité de lecture, ont été filtrées, refiltrées, et vous donnent les éléments qui vous permettent de vous faire votre religion. Mais souvent, c'est grâce à la première fonction que vous arrivez à localiser la deuxième. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, je parlais de cette formule de Faraday Bruno que je recherchais. Je l'ai trouvée sur Wikipédia, et une formule comme ça, il n'y a pas de raison de douter qu'elle soit fausse. C'est pas un sujet controversé. Cela dit, il y avait aussi des références qui me permettaient d'aller voir des articles, des livres dans lesquels c'était expliqué et démontré. On trouve toutes sortes de choses. On trouve aussi, très clairement, des sujets sur lesquels l'explication est fausse. Voilà, ça arrive. Mais tant qu'on le sait, personne, tant qu'on le sait, tout va bien. Personnellement, je suis admiratif de la qualité d'ensemble de Wikipédia. Une toute dernière question. Alors, je la pose. Vous ne renoncez pas à publier des livres sur papier? Non, je pense que c'est encore très important, les livres papier. Voir comment ça va évoluer, hein, les choses, mais la possibilité de pouvoir tenir l'objet me semble encore quelque chose d'important et non négligeable. Alors il faut voir avec les générations futures. Hein. C'est la façon dont vous avez... donc c'est ce qui se passait quand on a grandi, qu'on a appris à lire qui est important. Appris à lire des papiers. Peut-être que pour les gamins qui naissent maintenant, ça paraîtra comme quelque chose d'antédiluvien. Mais non, pour l'instant, le papier reste important. Pour la conservation, il ne faut pas négliger le fait que la pérennité du papier, on peut penser que c'est bien supérieur à la pérennité de l'archive électronique. Hein. Le support électronique est à la merci des mémoires corrompues, des changements de format, des pertes d'informations. C'est un sujet qui peut être délicat. On vous libère. Merci beaucoup.